Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux boubous. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains, tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour. Bonsoir, cher Tidiane. La 4e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique est au menu de l'entretien de ce soir et nous recevons le journaliste politologue Babacar Justin Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler du thème de ce forum, intéressons-nous au niveau de représentation et de représentativité. 500 à 700 participants, dont les présidents maliens, rwandais, le Premier ministre du Tchad et bien entendu le président du Sénégal, Macky Sall, hôte de ce forum. Est-ce qu'il y a des absences qui vous gênent? Il y a des absences qui accrochent l'attention. C'est le cas du président en exercice de la CEDEAO, Faure Gnassingbé. Il y a une explication, bien entendu, qui saute à l'œil, qui saute aux yeux, je veux dire. Il s'agit des perturbations dont son pays est le théâtre depuis un certain nombre de semaines. Il y a également le président en exercice de l'Union africaine, qui n'est pas là. Bien entendu, sa présence aurait mis en relief l'implication du continent, parce que l'intitulé du forum est limpide. Il s'agit d'un forum pour l'Afrique sur la sécurité et sur la paix. Même si l'adage dit les absents ont toujours tort. Il faut dire aussi qu'il s'agit d'un forum. Il ne s'agit pas d'une conférence au sommet. Il ne s'agit pas d'un sommet des chefs d'État africains. Donc on ne peut pas apprécier le succès ou l'insuccès du forum à l'aune de la présence d'un certain nombre de chefs d'État. On a bien dit forum. On n'a pas dit conférence au sommet, on n'a pas dit sommet des chefs d'État. Donc la présence, elle peut avoir une signification, elle peut être mise en relief, mais l'absence aussi ne gâche pas la fête. Oui, ce forum a une origine. Hein. C'est un peu à la suite des attentats du 13 novembre à Paris, dont d'ailleurs c'est l'an 4 aujourd'hui en France. Au début, on a parlé d'un forum de chefs d'État de France et d'Afrique. Emmanuel Macron avait été annoncé à un moment, il n'est pas venu finalement. Plus exactement, le forum est le fruit d'un sommet qui s'est tenu à l'Élysée en 2013. Donc c'est lors de ce sommet de 2013, sous les lambris dorés de l'Élysée, que effectivement ce forum a été lancé. Et effectivement, nous sommes aujourd'hui en face de la 4e édition qui rassemble un nombre d'experts très élevé, qui cristallise des expertises appréciables et variées. Vous avez des diplomates, vous avez des militaires, vous avez des policiers de haut rang du renseignement, vous avez bien entendu des chefs d'État, vous avez également des universitaires d'envergure. Donc, c'est un conclave où la réflexion est non seulement d'une certaine envergure, mais également d'un certain niveau. Alors, le thème défis sécuritaires actuels en Afrique pour des solutions intégrées, quelle compréhension en avez-vous? Ah oui, le thème est particulièrement pertinent, en tout cas dans son libellé. On parle des défis sécuritaires et actuels, et on parle des réponses plurielles qu'il faut apporter à ces défis, donc des réponses intégrées. Bien entendu, lorsque les périls sont pluriels, les réponses ne peuvent être que plurielles. Il s'y ajoute aussi que le théâtre des opérations impose même la pluralité et l'intégration des réponses. Le théâtre des opérations, l'épicentre, c'est le Mali.
L'épicentre, c'est le Sahara-Sahel. Un universitaire algérien, Mourad Bourboun, disait que le Sahara est à la fois une arthrose et une articulation. C'est une arthrose parce qu'effectivement, comme disent les médecins, c'est le siège d'un certain nombre de douleurs. C'est aussi une terre de feu. Je vous rappelle que la bande saharo-sahélienne va de Nouadhibou jusqu'à Djibouti. Vous avez l'irrédentisme du Polisario, vous avez l'irrédentisme des Touaregs, vous avez l'irrédentisme des Toubous, jusqu'au Darfour, et j'en passe. C'est donc dire que c'est une terre de feu. Mais en même temps, le Sahara est une articulation, parce que le Sahara, c'est un corridor de connexion spirituelle et économique entre l'Afrique et le monde arabe. Alors c'est donc dire que le forum a pour mission effectivement de faire en sorte que le Sahara-Sahel ne soit pas une arthrose, pour reprendre l'expression de l'universitaire algérien, Mourad Bourboun, mais que le Sahara-Sahel soit bien entendu une articulation particulièrement utile pour les deux parties du continent, c'est-à-dire l'Afrique au sud du Sahara et l'Afrique au nord du Sahara, le Maghreb, le Mashrek, et au-delà le monde arabe. Alors, puisque le Sahara, c'est l'épicentre, puisque le Sahara intègre pratiquement tous ces périls, il va sans dire que les réponses intégrées sont les réponses les plus adaptées. Et le président Macky Sall a dit 2 à 3 choses. La riposte armée sur le terrain contre les assaillants, c'est-à-dire les terroristes, est inévitable. Lorsque le combat du renseignement est perdu, tout est perdu d'avance. Une vigilance citoyenne et un comportement patriotique de chacun s'imposent. Et puis, troisième chose, il faut intégrer les États affaiblis. Un État affaibli, dit le président sénégalais, offre un sanctuaire de rêve pour les réseaux mafieux, criminels, le terrorisme et les clandestins. Votre commentaire? Les formules sont chocs, les formules sont pertinentes, les formules sont justes. Mais il faut aller au-delà des formules. Et puis on peut les passer aussi en revue. Effectivement, la guerre contre le terrorisme, ce n'est pas une guerre des unités blindées qu'il faut déployer en masse. La guerre contre le terrorisme, ce n'est pas la guerre de l'infanterie qui doit virevolter sur le terrain. Même si on doit avoir une réponse en surface. Il faut nuancer. Non, c'est-à-dire il faut aller au-delà. Militaire. Il faut aller au-delà. Oui. C'est-à-dire qu'il faut une réponse, il l'a dit d'ailleurs, il faut une réponse sur le terrain, donc une réponse en surface, puisque l'ennemi aussi se déplace sur terre, il n'est pas sur la lune. Oui. Donc il faut lui trouver une parade sur terre et sur le terrain. Mais en même temps aussi, il faut se battre dans le domaine du renseignement qui, lui, est souterrain. Le colonel Boussari, qui commandait le 2e bureau en Indochine du temps du général de Lattre de Tassigny, voilà comment il définissait le renseignement. Il disait que le renseignement, c'est la détection des intentions de l'ennemi en amont. Autrement dit, il faut détecter, connaître les intentions de l'ennemi avant qu'il ne les mette en œuvre. En France, c'est facile, comme on dit sur RFI. Alors, le renseignement, c'est la connaissance des intentions de l'ennemi. Or, connaître les intentions de l'ennemi, ce n'est pas évident. Même les drones ne le permettent pas. Les drones favorisent un renseignement opérationnel. Vous détectez, vous pulvérisez avec des missiles. Mais ce que l'ennemi mijote, ça, il faut vraiment un renseignement particulièrement pointu. Alors ça, c'est l'affaire des services de renseignement. Et même parmi les services de renseignement, ce qu'on appelle la crème des services de renseignement. Oui, et les États affaiblis également. Bien entendu, l'union fait la force, comme disait l'autre, depuis très longtemps. Il faut les intégrer. Oui, mais allez-y savoir aussi si l'addition des faiblesses crée forcément la force. Ça, c'est un autre débat. Alors, je crois que nous devons nous battre pour que les faiblesses cèdent de la place à la force. Bon, on ne peut pas décréter un État fort ce matin ou ce soir, mais il y a lieu, par la bonne gouvernance, par le développement, par le civisme, et je crois que le mot aussi a été lâché par le président, par le civisme, par un comportement national adéquat et patriotique, je crois que c'est par là qu'on crée la force d'un pays. Et maintenant, la force d'un pays, bien entendu, est déjà un début de réponse à ces périls-là. Et il y a aujourd'hui le G5 Sahel, le Sénégal n'en fait pas partie, mais il est question aussi de la mise sur pied d'un mécanisme de veille et d'alerte précoce dans l'espace UEMOA. Oui, l'UEMOA, ça c'est au-delà du G5 Sahel. Oui. Mais vous savez, le G5 Sahel, Mamadou, c'est une aberration géographique. Si on considère le Sahel comme l'antichambre du Sahara, si le Burkina peut trouver sa place dans le G5 Sahel, pourquoi le Sénégal n'y serait pas? Il s'y ajoute aussi que le Sénégal est membre fondateur du SILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. J'insiste, souligné de 2 traits. Alors, comment peut-on être pionnier du SILS et être exclu du G5 Sahel? Donc, il y a une aberration basique. Si on met en avant la géographie, qui est une discipline scientifique, alors le Sénégal a sa place dans le G5 Sahel. Ou bien on est dans le Sahel, ou bien on est en bordure du Sahel, comme le Burkina Faso. Oui. Vous savez, le Burkina Faso a une fenêtre saharienne.
du côté de Kanchari, Dori, Gorom Gorom, Kaya et Waiguya. Mais si vous descendez vers Bobo Dioulasso, vous avez presque la forêt équatoriale. Vous avez les pluies diluviennes, vous avez les hauts bassins, vous avez la région des cascades. D'ailleurs, ce sont les dénominations administratives. Donc, si le Burkina y trouve une place, je ne vois pas pourquoi le Sénégal n'y trouverait pas sa place. Mais en même temps, le Sénégal ne fait pas trop de bruit autour de cette affaire. Oui, mais ça, c'est l'affaire de la diplomatie sénégalaise. Mais je crois que les Sénégalais sont particulièrement bien informés au plus haut niveau. Moi, je peux vous dire, ce que je vous dis, ça n'engage pas le Sénégal. Moi, je ne suis pas un officiel. Mais je sais qu'il y a un pays membre du G5 Sahel qui ferme, qui verrouille la porte, qui ne veut pas que le Sénégal y accède. Alors, lequel? C'est la Mauritanie. Moi, je peux le dire. Moi, je ne suis pas ministre du gouvernement. Je peux dire ce que je dis, ça m'engage. La Mauritanie ne veut pas du Sénégal. Et pourquoi la Mauritanie refuse? Ah, mais maintenant, ces raisons-là, il faut aller interroger l'exécutif mauritanien. Moi, je n'en fais pas partie. Mais ce qui est sûr, c'est que de sources très sûres, émanant de chancellerie, émanant de certains services de renseignement, y compris des services de renseignement occidentaux, indiquent que c'est la Mauritanie qui ne veut pas que le Sénégal intègre le G5 Sahel. Le Sénégal a-t-il les moyens d'imposer sa présence dans le G5 Sahel? Mais pourquoi le Sénégal quémanderait? Non, ce n'est pas une question de quémander. Vous dites que le Sénégal y a sa place et toute sa place. Oui. Or, le Sénégal y est absent. Oui. Est-ce qu'il a les moyens de dire « je ne peux pas être exclu de ce groupe » mais se donner les moyens de le dire et d'agir en conséquence, cela suppose quoi? Entrer par effraction, casser la porte et entrer? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Mais un seul pays pourrait-il s'opposer à une adhésion du Sénégal? D'ailleurs, entre nous, le G5 Sahel tel qu'il est là, debout, il ne force pas encore l'admiration. Sur le plan militaire, le G5 Sahel est squelettique. Moins le Tchad, le G5 Sahel ne pèse pas lourd. Récemment, ils ont lancé l'opération Haoubi. Haoubi, c'est-à-dire la vache. Alors, l'opération Haoubi s'est déroulée au point de jonction des 3 frontières, dans le Liptako Gourma. Frontière du Burkina, frontière du Niger et frontière du Mali. Alors, l'opération s'est soldée pratiquement par un échec. Le Tchad n'y a pas participé. Il s'y ajoute aussi que l'argent, le nerf de la guerre, et là, les mots ont leur sens. Le nerf de la guerre, quand il n'est pas là, comment la guerre peut être gagnée? Je vous rappelle que récemment, dans sa tournée au Golfe, le président Macron est allé demander de l'argent au roi Salman pour financer le G5 Sahel. Alors, j'allais en parler, le défi du financement. Le défi du financement. Maintenant, si c'est le président français qui tend sa sébile aux Arabes, les Arabes y mettent quelque chose, après ils refilent ça aux Africains, vous pensez que c'est avec des méthodes aussi bricolées qu'on peut combattre le terrorisme? Mais justement, est-ce qu'au niveau africain, cette question du financement ne constitue pas une autre menace finalement, parallèlement à la menace terroriste? C'est de subir un agenda qui a été défini ailleurs. Justement, vous avez lâché le mot agenda. Parce qu'en vérité, autour de ce forum, par ce forum et avec ce forum, nous devons faire en sorte que précisément ce forum-là ne soit pas un colloque cosmétique. Un colloque cosmétique, c'est-à-dire un colloque durant lequel, au lieu de percer les événements, on les caresse. Quel est votre sentiment? Ah oui, moi j'ai le sentiment que le débat est non seulement orienté, mais il est aussi escamoté et tronqué. Parce que l'épicentre du conflit saharo-sahélien, l'épicentre de cette tragédie, qui a fourni et produit toutes ces métastases jusqu'à Grand Bassam, c'est quoi? C'est le Mali. Or, l'armée française au Mali et l'agenda français au Mali sont révélateurs de beaucoup de choses. La France au Mali, ce n'est pas seulement l'armée. Bien entendu, il faut être honnête. Objectivement, la France a empêché l'effondrement du Mali. La France a empêché l'occupation du Mali. Et si le Mali était occupé, les ondes de choc se répercuteraient jusqu'au Sénégal. Mais il faut dire aussi que la France a libéré le Mali. En même temps, elle a mis Kidal dans son escarcelle. Et moi, il y a quelques mois, j'étais à Bamako, invité par Africable, justement pour un débat autour des relations militaires franco-africaines. J'ai dit à mes amis maliens, votre drame est terrible, parce que votre position est inconfortable et non enviable. Vous avez aujourd'hui un dilemme digne de Corneille. Choisir entre l'occupant djihadiste qui coupe les mains au nom de la charia et le libérateur français qui ampute le territoire en prenant Kidal pour en faire une sorte de Nouvelle-Calédonie dans le désert. Oui. Mais ça, c'est des débats qu'on escamote à Diamniadio. Parlant d'agenda occidental, justement, par rapport à cette question terroriste, on a vécu quand même récemment une guerre de communication ou une guerre de communiqué entre 2 grandes ambassades, celle des États-Unis et celle de la France, sur une histoire d'alerte. Les 2 puissances n'ont pas parlé au même langage sur cette question. Alors, il y a 2 choses qu'il faut dire. D'abord, c'est la démarche américaine. Ici, en territoire sénégalais. Oui, c'est la démarche américaine qui a été très bruyante.
Les Américains ont leurs interlocuteurs sénégalais. L'ambassadeur des États-Unis n'est pas accrédité auprès de Sandaga. Il est accrédité auprès de son Excellence, le Président de la République. Tous les membres du gouvernement sont ses interlocuteurs privilégiés. Il s'ajoute que les services de renseignement américains ont leur homologue sénégalais. Et pour terminer, un Américain qui vit à Nguinguinéo ne peut pas être défendu et protégé à 100% par l'ambassade américaine. Il faut que la sécurité sénégalaise s'y mêle. Donc cette démarche, elle a été bruyante, elle a été fâcheuse, elle a porté un coup dur à l'hôtellerie du Sénégal. Deuxièmement, sur la qualité du renseignement, moi aussi j'ai des réserves au même titre que les Français. Et l'ambassadeur de France a exprimé des réserves très fortes. Et je vous rappelle que l'ambassadeur de France parle en connaissance de cause. L'ambassadeur de France, Christophe Bigot, il a été directeur de la stratégie à la DGSE. Donc lui, il sait de quoi il parle. Oui. Alors, vous vous rendez compte, quelqu'un qui fait la planification, qui fait l'évaluation du renseignement pendant de longues années, avant d'être ambassadeur à Dakar, quand il vous dit « j'ai des réserves sur ce que disent les Américains », il faut prendre ça au sérieux. Qu'attendez-vous de ce forum de Dakar, la 4e édition? Moi, j'attends de ce forum une réflexion pointue, une réflexion qui balise tous les sujets, sans les escamoter. Et le Sénégal dit un partage des meilleures pratiques dans le domaine de la lutte contre l'extrémisme violent. Là aussi, le discours est juste. Vous savez pourquoi il est juste? En fait, la lutte contre le terrorisme est multiforme. Et permettez-moi de vous dire que la puissance, l'efficacité du terrorisme ne repose pas sur la qualité ou le charme de sa propagande moyenâgeuse ou médiévale. Pas du tout. En fait, le terrorisme exploite des failles. Et le terreau le plus fertile pour le terrorisme, c'est d'abord la pauvreté, la malgouvernance, les disparités entre les régions, les privilèges accordés à telle ethnie dans un pays au détriment de telle autre ethnie dans le même pays. Ce sont ces failles-là que le terrorisme exploite. L'éducation? Alors maintenant, la réponse appropriée pour effectivement effacer, gommer ces failles-là, c'est l'éducation et vous avez lâché le mot. L'éducation, c'est l'antidote. L'éducation, c'est la panacée infiniment plus efficace que la panacée militaire et sécuritaire. Alors, je vais vous lâcher juste en vous posant une petite question, Babacar Justin Ndiaye, sur l'actualité politique sénégalaise. On parle de retrouvailles entre les présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade. Les deux camps, chacun fait des déclarations. Il y a même une sorte de surenchère des deux côtés. Est-ce que c'est en fait une surenchère juste destinée au grand public et qui voudrait dire qu'au fond, il y a des négociations souterraines? Mais on est au forum ou bien on est sur l'échiquier politique sénégalais? Le forum, cette fois-ci, c'est sur l'échiquier politique sénégalais. Bon, écoutez. Juste un mot pour terminer cette entretien. Oui, vous savez, alors, je vous donne la réponse servie par un penseur et qui est effectivement une certaine définition du comportement des uns et des autres lorsqu'il y a des manœuvres politiciennes en vue de retrouvailles. Alors, que dit le penseur? Il dit, la politique, c'est un cheminement entre les grands principes et les petits arrangements. Alors donc tout est là. La politique, c'est un cheminement, on slalom entre les grands principes qu'on déclame et les petits arrangements qu'on mijote. C'est donc dire qu'il y a de la surenchère dedans. Et puisque le verbe est là pour masquer la pensée, moi, ce que Abdoulaye Wade dit, alors je le prends avec des pincettes. Ce que Macky Sall dit aussi en acteur politique manœuvrier, intelligent, je prends aussi avec des pincettes. Et ensuite aussi, la démocratie a ses servitudes. Ce n'est pas parce qu'on a prêté un hélicoptère militaire à Abdoulaye Wade qu'arrivé à Touba, il doit prendre le violon et faire l'éloge du régime. Là, il ne serait plus un opposant. Et pour ça, le régime ne doit pas se fâcher. L'adversité politique est encadrée par la démocratie. Merci, Babacar Justin Ndiaye. C'est moi qui vous remercie. Vous étiez venu nous parler principalement du Forum international de Dakar. Et vous y avez greffé la politique Exactement. sénégalaise. Forum sur la paix et la sécurité en Afrique qui se tient à Dakar aujourd'hui et demain. Merci de nous avoir regardés et suivis, bien entendu, ce soir. Rendez-vous mercredi, Inch'Allah.